Salut tout le monde, c'est Laura de Vox.org. Aujourd'hui, je suis avec l'un des candidats de la primaire de la gauche, François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais lui poser les questions que vous nous avez adressées. N'hésitez pas à en poser d'autres pendant ce live et nous lui les poserons aussi. Alors, première question, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? François de Rugy, député écologiste de Loire-Atlantique depuis 2007 et aujourd'hui candidat écologiste à la primaire de la gauche. Vous êtes aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Vice-président de l'Assemblée nationale depuis quelques mois seulement, donc je finis simplement mon mandat de député, mon deuxième mandat de député avec cette fonction intéressante, mais qui, là pour le coup, n'a pas grand-chose à voir avec la campagne et le débat de la primaire de la gauche. Est-ce qu'on peut juste expliquer rapidement ce que fait un vice-président de l'Assemblée nationale Oui, pour tous les gens qui y seraient? Vice-président de l'Assemblée nationale, il y en a 6, et de gauche et de droite. 4 de la majorité de gauche et 2 de l'opposition de droite. Et nous secondons le président de l'Assemblée nationale, et notamment pour présider les séances. Donc des séances de l'Assemblée nationale, il y en a au moins 3 jours par semaine, le matin, l'après-midi et le soir, et on se les partage. Et par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de tâches de gestion, on va dire, de l'Assemblée, où chacun, donc moi je m'occupe notamment de la communication, de superviser la communication de l'Assemblée, le budget de l'Assemblée aussi, nous le supervisons. Voilà, un vice-président de l'Assemblée, il y a, on va dire, cette tâche visible de présider les séances, puis d'autres moins visibles, ou un peu plus protocolaires par rapport à notamment des accueils de délégations étrangères, et c'est l'occasion de contacts d'ailleurs qui sont intéressants. Alors pour compléter votre profil, est-ce que vous pouvez nous donner une de vos qualités et puis un petit défaut? La qualité, c'est toujours difficile de s'envoyer des fleurs à soi-même. Je pense être assez persévérant, assez tenace, assez travailleur dans un objectif et de m'y tenir. Là, cette primaire, pour moi, elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus ancien qui est de faire exister, de développer le poids de l'écologie au sein de la gauche. Et puis un défaut, peut-être une conception un petit peu élastique, trop élastique des horaires, étant souvent à enchaîner les rendez-vous et à vouloir discuter, souvent peut-être trop longtemps, mais moi je trouve que c'est jamais trop longtemps avec les gens que je rencontre. On va commencer à parler de vos propositions et d'abord l'économie. Quelles sont vos mesures pour soutenir les entrepreneurs? Alors moi j'ai fixé comme premier objectif en matière d'économie de basculer une partie des cotisations qui sont aujourd'hui payées par les salariés, par les employeurs, pour à la fois baisser le coût du travail, ce qui permet de développer l'emploi, et augmenter le pouvoir d'achat pour les salariés, de faire moitié-moitié. On baisse les cotisations, elles sont toujours financées, les dépenses sociales, par la CSG. Et donc ça, c'est le premier chantier que je veux mettre en œuvre, parce que je pense que c'est vraiment une question clé pour permettre d'avoir plus d'emplois à niveau de croissance constant. Par ailleurs, je propose aussi de développer les nouvelles formes de protection pour les nouvelles formes de travail indépendant. C'est le statut d'auto-entrepreneur, c'est d'autres statuts, et notamment je propose de créer une assurance chômage, des indemnités chômage pour les indépendants lorsque leur activité s'arrête ou n'est plus suffisante, puisque aujourd'hui c'est assez facile d'avoir une activité, mais il y a peu de protection avec. On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas dire qu'on supprime le statut d'auto-entrepreneur. Moi, je l'ai soutenu d'ailleurs quand il a été créé sous Sarkozy. Mais il faut avoir en contrepartie un certain nombre de protections pour les travailleurs, notamment les jeunes qui travaillent sous ce statut d'indépendant. Ça serait une manière pour eux d'être aussi, de plus oser aussi aller vers ce genre de statut. Oui, de se dire que ceux qui s'y engagent, ils n'ont pas l'impression de faire un saut dans l'inconnu ou que ce soit à leur risque et péril. Alors c'est vrai que peut-être aujourd'hui, certains ont pu s'y engager avec l'impression qu'il y avait des promesses de revenus, des promesses d'activité et que elles ne sont pas toujours au rendez-vous et qu'ensuite, après avoir travaillé 1 an, 2 ans comme cela, finalement, contrairement à un salarié, ils n'auraient aucune protection en retour. Encore une fois, on ne va pas revenir en arrière sur, par exemple, si on prend les taxis, on ne va pas revenir au monopole des taxis, on ne va pas revenir à l'époque où il n'y avait même pas d'application Internet sur son téléphone mobile pour prendre un VTC ou un taxi. Mais on ne va pas non plus se dire que c'est la jungle et que quand on travaille comme chauffeur
plutôt de VTC, eh bien c'est assez risque et péril et on peut peut-être travailler des heures et des heures pour un tout petit revenu et zéro protection. Il faut trouver un bon équilibre. Très bien. Alors, deuxième question sur l'économie. Êtes-vous en faveur d'un revenu minimum universel ? Ouais, c'est un peu la nouvelle mode, ça, le revenu minimum pour tous. Le problème, c'est que tout le monde ne met pas la même chose derrière ça. Alors, il y a des gens, on va dire, plutôt de droite, même ultra-libéraux, ils disent on va donner un petit revenu, une allocation. Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur le niveau, d'ailleurs, quelques centaines d'euros. Et puis après, tout le monde se débrouille. Il n'y a plus de protection sociale, il n'y a plus d'allocation familiale, il n'y a plus d'allocation chômage, il n'y a plus de retraite. Et c'est comme ça qu'ils le financent. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Et puis, il y a des gens plutôt à gauche qui vont dire ah ben non, c'est le revenu minimum pour tous, mais en plus de toutes les autres allocations. En plus des allocations chômage, en plus des allocations logement, en plus des allocations familiales, en plus de la retraite. Et là, alors là, mystère et boule de gomme sur le financement. Et donc, moi, je ne veux pas faire de promesses dans une campagne de primaire ou une campagne électorale en général qui ne sont pas financés, qui ne sont pas finançables. Puis je vois bien qu'à la fin, si jamais on se lance là-dedans, soit on va créer des désillusions parce qu'en fait, on partira d'une promesse d'un revenu minimum de 500, peut-être 1000 euros pour tout le monde, puis on arrivera juste à augmenter un peu les minima sociaux actuels, et de toute façon, on fera payer les classes moyennes qui, pourtant, avec des salaires qui ne sont pas mirobolants, ont déjà souvent du mal à boucler les fins de mois. Donc je ne veux pas m'engager dans cette voie-là, donc je préfère le dire clairement. D'accord. Donc, vous préférez ne pas vous engager pour l'instant à proposer quelque chose ou c'est plutôt Je pense que ce que l'on peut étudier concrètement, parce qu'il faut toujours être aussi concret que possible, c'est de simplifier l'ensemble des allocations, le système des allocations. En France, il y a 30 allocations différentes versées par la CAF. Personne n'est capable d'ailleurs d'en donner la liste, à part sans doute les professionnels de la CAF. Aucun homme politique, aucune femme politique n'est capable de dire quelles sont ces 30 allocations. Donc qu'on simplifie, qu'on clarifie et que donc les droits soient plus accessibles pour tout un chacun, oui. Qu'on promette un revenu universel de 500 euros, de 1000 euros pour tout le monde, ça me paraît complètement délirant. 500 euros pour tous les Français âgés de plus de 18 ans, c'est 300 milliards qu'il faut trouver tous les ans. 1000 euros, c'est 600 milliards. Donc il faut dire où est-ce qu'on les trouve. Alors, autre question. N'hésitez pas, si ces propos vous font réagir, à nous le dire pendant le live et nous, encore une fois, nous poserons vos questions à la fin. Alors, autre question. Selon vous, devons-nous rester sous le régime des 35 heures hebdomadaires ? Oui, je pense qu'il ne faut pas remettre en cause l'horaire légal. Pourquoi ? Parce que ça permet de déclencher le système des heures supplémentaires dès la 36e heure. Donc ça, c'est quelque chose de concret pour les salariés. Si on remet en cause les 35 heures, ça veut dire que demain, certains feront 36, 37, 38, 39 heures, mais soit elles seront payées 35. Alors là, c'est ce que Fillon propose pour les fonctionnaires. C'est complètement hallucinant. Travailler plus pour ne pas gagner 1 euro de plus. Ou pour gagner moins qu'avec les heures supplémentaires aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Et puis par ailleurs, il faut le dire, ça a été difficile de mettre en place les 35 heures, ça a coûté beaucoup d'argent. Donc maintenant, tout rebouleverser, je crois qu'on a déjà eu du mal, il faut le dire, à digérer en quelque sorte les 35 heures, ce n'est pas pour les remettre en cause. Après, que dans chaque entreprise, on puisse réfléchir, que même dans les services publics, dans la fonction publique, on puisse réfléchir à l'organisation du travail, ça oui, moi j'ai toujours été pour, ça c'est de la négociation à l'intérieur de l'entreprise, mais on ne touche pas à l'horaire légal qui est 35 heures. Si vous êtes élu, quelles seraient vos 3 priorités budgétaires ? Alors, les 3 priorités budgétaires, 1, l'éducation, c'est déjà le cas, mais il faut le maintenir. C'est un effort important, c'est pour l'avenir du pays, la France, comme pour l'avenir de tout un chacun. Et je dis même la formation initiale pour les enfants qui deviennent adultes et la formation continue. Et c'est des budgets importants, mais il faut consacrer ces budgets il faut les maintenir au moins pour avoir une bonne formation. Les questions liées à la sécurité au sens large, sécurité intérieure, sécurité extérieure, là aussi, c'est des dépenses incontournables avec la justice, avec la police, avec l'armée, avec la gendarmerie, pour assurer la sécurité des Français. Et puis, au-delà de cela, tout ce qui touche à la transition écologique, au transport, à l'énergie. Alors, ce sont des investissements privés, mais aussi des investissements publics. Donc, si je devais donner 3 priorités budgétaires, ce serait celle-là. Alors, on va changer de thème et on va passer au thème de société. Que pensez-vous de la dépénalisation du cannabis ? Je suis pour. Je suis pour, pas depuis d'ailleurs que je suis candidat, je le pense depuis très longtemps. C'est pas en tant que fumeur, j'ai jamais été fumeur, ni de cigarette, ni de joint. C'est en tant qu'élu qui voit les dégâts sur le terrain, partout en France. Il n'y a pas un endroit qui échappe au problème de la criminalité organisée, de la délinquance organisée, de l'argent sale qui est brassé par le trafic de cannabis.
On est en France sous le régime de la prohibition pour le cannabis. Personne n'imaginerait d'ailleurs au passage de faire la prohibition pour l'alcool ou pour le tabac, qui pourtant, lorsqu'il y a une consommation excessive, produisent des dégâts. Mais heureusement, personne n'imagine dire tiens, demain on va interdire la consommation de vin, la production de vin, parce qu'il y a des gens qui sont alcooliques. Bon, donc il faut garder le sens de la mesure. Sur le cannabis, c'est une espèce de tabou, c'est une espèce d'hystérie. À l'Assemblée, dès qu'on en parle, les gens de droite montent au rideau en nous expliquant que c'est l'avenir de la société française qui est en cause. Et la prohibition, non seulement elle n'a pas empêché la consommation, mais elle n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. En France et en Europe, on est un des pays où il y a le plus de consommateurs. Donc le bilan, il est nul sur tous les plans. Sur le plan de la consommation, sur le plan de la prévention, comme sur le plan de la délinquance. Okay. Alors, est-ce que vous avez des propositions concernant les inégalités hommes-femmes ? Oui, je pense que l'égalité, soyons positifs, le combat pour l'égalité homme-femme, il n'est pas terminé. Ce n'est pas un combat qui est derrière nous. D'abord, il faut défendre l'égalité aujourd'hui à tous les niveaux. On pense à l'égalité professionnelle dans les entreprises, l'égalité salariale, on en est encore loin. L'égalité parce que la maternité, malheureusement, peut être quelque chose qui désavantage les femmes dans leur carrière professionnelle, ce qui est inadmissible. L'égalité en politique même si la parité a progressé, elle est encore loin d'être complète. Je suis bien placé pour le savoir à l'Assemblée. Mais aussi l'égalité plus généralement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la tentation de la régression que l'on voit dans différents domaines, que l'on voit à l'échelle mondiale comme à l'échelle française, elle touche aussi la question de l'égalité homme-femme. Quand on voit, il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur la question de la possibilité pour des femmes, ou plutôt l'impossibilité d'aller dans des cafés. Et certains ont même dit, et même d'autres candidats à la primaire ont dit bah oui, mais autrefois, il y a un siècle ou il y a quelques dizaines d'années, c'était pareil dans les cafés ouvriers, c'était la tradition ouvrière, il n'y avait que des hommes. Bah non, moi j'ai pas envie qu'on revienne à comme c'était il y a quelques dizaines d'années ou il y a un siècle. Il y a un combat qui a été mené notamment par les femmes, et bien ce combat, il ne faut surtout pas le laisser se détricoter parce qu'on manquerait de fermeté, de vigilance, notamment sur tout ce qui touche, que les régressions elles viennent de milieux religieux, pour des questions religieuses, pour des questions politiques, pour les questions économiques, dans aucun cas ce n'est acceptable et donc il faut continuer à mener le combat. Je propose aussi des mesures concrètes, la parité en politique bien sûr, la lutte pour l'égalité salariale, mais aussi par exemple que tous les concours de la haute fonction publique soient tous ouverts à parité aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire qu'il y ait autant de reçus à ces concours, hommes et femmes, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose de très important pour casser ce qu'on appelle parfois le plafond de verre. Alors, est-ce que vous êtes en faveur d'une charte de déontologie des médias ? Oui, il y a d'ailleurs une loi a été votée il y a quelques mois qui obligera d'ici la fin du premier semestre de cette année à ce qu'il y ait un comité de déontologie dans chaque rédaction. Moi, je propose même d'aller plus loin, puisque je propose de réformer le système d'aide à la presse en disant que les rédactions, parce qu'il y a un vrai problème d'indépendance des rédactions aujourd'hui, à cause de la prise de contrôle d'un certain nombre de titres de la presse écrite, mais aussi de la radio, de la télévision, par des grands groupes économiques et financiers. Moi, ça m'a toujours beaucoup choqué qu'on mélange les deux. Et donc, je considère qu'on devrait proposer aux rédactions, notamment dans la presse écrite, de se sortir de ces actionnaires privés, industriels ou financiers, et que ce soit des fondations, des associations, des coopératives, où il y aurait les journalistes et les lecteurs qui le souhaitent, qui seraient propriétaires des titres, et que l'État verse une dotation en capital pour ces fondations à la place des aides à la presse et que les groupes qui veulent rester propriétaires de titres ne bénéficieraient plus des aides à la presse. Quel est, selon vous, le plus grand défi écologiste de cette année 2017 ? On pourrait dire le défi climatique parce que résoudre le problème des gaz à effet de serre et du dérèglement climatique, c'est une tâche immense. Mais on peut se dire que déjà, ce défi, il est enclenché, il est en passe d'être relevé à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle française. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est enclenché. À l'échelle française, mais je pense qu'on pourrait le dire à l'échelle européenne ou mondiale aussi, moi je veux me fixer comme priorité le défi santé-environnement. Aujourd'hui, la santé de tout un chacun, elle est menacée par, déjà aujourd'hui, c'est pas demain, dans 5 ans, dans 10 ans, pas simplement des personnes les plus fragiles, les enfants ou les personnes âgées. Notre santé est mise en danger par les perturbateurs endocriniens, ces fameux produits chimiques qu'on retrouve dans l'alimentation, que l'on retrouve dans l'eau parfois, que l'on boit, dans l'air que l'on respire, tout un tas de produits chimiques, la pollution de l'air évidemment, qui mettent en cause notre santé. Moi, ce serait mon chantier prioritaire
en matière de santé, faire le même effort de prévention contre les atteintes à l'environnement qui portent atteinte à la santé que l'on l'a fait pour le tabagisme ou l'alcoolisme. Si vous avez des questions à François de Rugy sur les thèmes de société, n'hésitez pas encore une fois à les poser et vous pouvez aussi réagir aux propos qui ont été formulés il y a quelques instants. Alors, on va parler des institutions. Est-ce que vous souhaitez remettre en cause l'article 49.3 de la Constitution ? Oui, moi, contrairement à d'autres candidats à la primaire, je ne me suis pas réveillé il y a quelques jours avec le 49.3. Ah, tiens, je vais supprimer le 49.3 et ça va faire mon programme démocratique. D'abord parce que le problème de la démocratie en France, il ne se résume pas au 49.3. Je dirais même que le 49.3, c'est quand même le chiffon rouge qu'on agite, mais derrière, il y a des problèmes beaucoup plus graves. Si on prend rien que le Parlement, le fait que le Parlement soit aussi peu représentatif tout simplement de la diversité politique du pays, je ne parle même pas de la diversité sociologique, on pourrait parler aussi du manque de parité homme-femme, c'est ça le vrai scandale démocratique du Parlement, bien plus que le 49.3. Moi j'ai déposé des propositions de loi, il y a déjà quelques temps, sur ces questions qui touchent au Parlement, réduction du nombre de députés, proportionnelle intégrale, non-cumul, parité, et réforme de l'article 49, pas simplement d'ailleurs son troisième alinéa. Et donc oui, à ce moment-là, il y a une réforme institutionnelle globale de rééquilibrage des pouvoirs entre notamment le Parlement, le gouvernement et le président. Est-ce que vous seriez favorable à ce que des citoyens tirés au sort réécrivent la Constitution ? Ah, le tirage au sort des citoyens pour remplacer les élus, ça c'est aussi la dernière mode. Il y a des gens qui nous expliquent que c'est le nec plus ultra de la démocratie. J'avoue que moi, je reste sur l'idée que la démocratie est peut-être le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, comme on disait. Je pense quand même que l'élection, le choix éclairé après une campagne, des débats par les citoyens, c'est mieux que des gens qui se retrouveraient au hasard, comme ça, tout d'un coup, demain. Est-ce qu'ils nous représenteraient mieux que celles et ceux qui auraient été élus? Je ne le crois pas. Moi, je suis pour le suffrage universel et je suis même pour restaurer le caractère vraiment universel du suffrage, qui aujourd'hui est devenu virtuel à cause de l'abstention. C'est pour ça que je propose le vote obligatoire. C'est une mesure assez radicale, qui est loin de faire l'unanimité. Il y aura peut-être beaucoup de réactions, y compris virulentes, parce qu'il y en a déjà eu par le passé quand j'ai lancé, mais j'assume, le vote obligatoire, ça permet d'avoir un suffrage universel, réel, fort. C'est le fondement de notre démocratie, de notre République. Et en contrepartie, je propose qu'il y ait une vraie reconnaissance du vote blanc, et que lorsqu'un candidat n'aurait pas obtenu, quand il y aurait eu plus de 50% de vote blanc, eh bien, on referait l'élection. Alors qu'aujourd'hui, quand il y a plus de 50% d'abstention, on ne refait pas l'élection. Et ce vote obligatoire, du coup, il fonctionnerait en lien avec une amende, par exemple, comme en si Belgique. Les citoyens ne se déplacent pas. Nos voisins belges le pratiquent depuis plus d'un siècle et ça leur permet d'avoir un taux de participation qui avoisine les 100% à toutes les élections. Et en effet, il y a une petite sanction au cas où on ne respecte pas la loi, mais ça c'est comme dans tous les domaines. Quand on ne respecte pas la loi, il y a le risque d'avoir une sanction et en général, c'est d'ailleurs le fait de ne pas prendre ce risque qui fait qu'on respecte la loi. Vous connaissez le montant de cette amende ? En Belgique, c'est quelques euros. En France, moi, j'avais proposé que ce soit une amende dite de classe 1, parce qu'il faut se fier à ce qui existe déjà et ce qui correspond à 35 euros. D'accord. Comme un PV, en fait. Voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes en faveur de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, en lien avec la question d'avant ? Oui, je vais même plus loin, puisque je propose qu'il y ait une journée du référendum tous les 2 ans. Et donc, dans un mandat, ça ferait 2 fois. Et pourquoi tous les 2 ans et une journée qui seraient des référendums d'initiative gouvernementale, parlementaire, citoyenne, avec un droit de pétition beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faut 10% du corps électoral, c'est-à-dire 4,5 millions de pétitionnaires, donc c'est quasiment impossible, et en plus il y a très peu de chances qu'on arrive au référendum par cette procédure de l'article 11 de la Constitution, donc je propose de le réformer, référendums locaux aussi, et regrouper sur cette journée tous les 2 ans, parce que ça permettrait de dire que c'est pas quelque chose qui sert à manipuler le jeu politique de la part du président ou de la part d'autres. Et puis ce ne serait pas tous les 4 matins non plus, parce que voilà, il ne faut pas être en campagne permanente. Ce ne serait pas des référendums de veto. J'entends certains qui disent on va faire un référendum pour bloquer une loi qui a été votée par le Parlement. Non, ce serait plutôt un référendum pour débloquer des sujets de blocage. Je pense par exemple concrètement, on a eu des débats à n'en plus finir sur la fin de vie. Et on est incapable de trancher. Il y a une très large majorité de Français qui semblent favorables au libre choix de sa fin de vie, et au Parlement, les lobbies cléricaux et médicaux ont toujours réussi à faire échouer les lois. Bien ça, par exemple, ça pourrait rentrer dans le référendum. Alors, on va passer au dernier thème de cette interview.
Europe et sécurité, faut-il remettre selon vous des frontières à l'intérieur de l'Europe ? Non, moi je pense que ce serait une régression. Le fait d'avoir en Europe un espace de liberté de circulation, c'est une très bonne chose et c'est un progrès dont aujourd'hui on profite toutes et tous. Et je ne sais pas si tout le monde se rend compte ce que ça voudrait dire de rétablir les postes frontières. Alors au-delà du film avec Danny Boone où il y avait la guerre entre les Belges et les Français à la frontière franco-belge, où on montrait ça de façon humoristique, la vérité c'est que pour les travailleurs frontaliers par exemple, ils seraient obligés de faire des queues tous les matins avant d'aller travailler au Luxembourg quand ils sont en Lorraine, pour aller passer ses vacances, pour aller faire des études. On remultiplierait les obstacles, ce serait aberrant. Ce qu'il faut, c'est avoir une coopération européenne qui soit du même niveau évidemment que l'ouverture des frontières. Et donc, en même temps qu'on a ouvert les frontières, il faut renforcer encore la coopération entre les polices et la justice européenne. Il y a déjà des choses qui existent, il faut les approfondir, la connexion des fichiers, le mandat d'arrêt européen, qui permettent de lutter, par exemple, contre le terrorisme, ou en tout cas contre des gens qui passent, en effet, d'un pays à un autre pour commettre des actes de délinquance ou de terrorisme. Alors, deuxième question sur ce thème sécurité et Europe. Comment voyez-vous l'avenir de l'Europe, justement ? L'Europe ne va pas très bien. Moi, j'ai toujours été, dans mon engagement politique, favorable à la construction européenne. Je pense que l'avenir de la France, c'est dans la construction européenne. Je pense qu'à cette élection présidentielle, donc à cette campagne de primaire de la gauche, il faut que les uns et les autres répondent clairement. Est-ce que oui ou non, nous voulons que la France continue à participer à la construction européenne? Est-ce que oui ou non, nous voulons que la France soit un des moteurs de la construction européenne? Et moi, je réponds oui. Et je voudrais que les autres candidats répondent clairement. On ne peut pas simplement dire « Ah, soit on va tout réformer et sinon on va sortir. » Ah, on va sortir. Donc, la perspective, c'est quoi? C'est comme la Grande-Bretagne, de faire un référendum pour sortir, ou est-ce que c'est de participer? Et si on veut participer à la construction européenne, évidemment, est-ce qu'on veut que les choses changent? Parce que la construction européenne, aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Et elle suscite un mécontentement légitime face à un sentiment de paralysie et d'impuissance. C'est pour ça que moi je propose que ce soit le Parlement européen, dans les institutions européennes, qui soit vraiment le cœur de la démocratie européenne, parce que les parlementaires européens sont élus directement par les citoyens en Europe, qui est le dernier mot. Quand il y a une directive à prendre, quand il y a une décision à prendre, eh bien la Commission fait les propositions, que la Commission soit responsable devant le Parlement européen, et s'il y a un désaccord entre le Conseil des ministres ou des chefs d'État et de gouvernement et le Parlement, c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Aujourd'hui, vous estimez que c'est un fonctionnement qui n'est pas tout à fait idéal ? Aujourd'hui, c'est plutôt l'image d'un dysfonctionnement de l'Union européenne. Chaque fois qu'il y a eu des crises, crise de l'euro, crise des dettes, crise des migrants, on a l'impression que l'Europe, les institutions européennes agissent acculées devant la crise. Avec la Grèce, on se souvient qu'en juillet 2015, vraiment, on a eu les accords au dernier moment, alors qu'on aurait pu gérer ça de façon volontariste. Moi, je propose d'ailleurs qu'on gère le problème des dettes européennes de façon volontariste. Maintenant, qu'on l'anticipe, qu'on le fasse ensemble, que tout le monde y trouve son intérêt par un désendettement mutualisé et non pas en étant jusqu'à deux doigts du précipice avec la Grèce hier, demain peut-être avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie et pourquoi pas un jour la France. Et ça, évidemment, il faut être lucide, clair sur les dysfonctionnements de l'Union européenne, mais il faut dire aussi clairement, est-ce qu'on pense que c'est avec l'Union européenne qu'on pourra améliorer les choses? Le défi écologique du climat, on le résoudra mieux si on prend des décisions ensemble à l'échelle de l'Union européenne que si on les prend tout seul à l'échelle française. Alors, troisième question, pensez-vous que l'état d'urgence est pertinent aujourd'hui? J'ai voté, moi, à l'Assemblée nationale, l'instauration de l'état d'urgence, sa prolongation. Honnêtement, je pense que ça n'apporte plus grand-chose à la sécurité concrète, même s'il y a un certain nombre de procédures qui peuvent se faire dans ce cadre-là. Mais on voit bien que si on l'avait arrêté, beaucoup de Français se seraient interrogés, et notamment s'il y avait de nouveau eu un attentat. Je pense qu'il faut envisager des mesures durables, qu'il faut d'ailleurs régulièrement réexaminer la sécurité et les questions de modification de lois, de règlements, y compris aussi de moyens techniques, humains, elle est constante. Pourquoi? Parce que les délinquants, en général, et les terroristes en particulier, eux, ils n'attendent pas qu'on change nos lois pour changer leur mode d'action. Quand on voit l'utilisation d'Internet, qui était encore contestée il y a quelques années, quand on a eu des débats à l'Assemblée nationale, certains nous disaient non, c'est pas sur Internet que ça se passe.
Vous avez vu que tous les terroristes utilisent des messageries cryptées, utilisent tout ce qui peut exister. Et souvent, les États, les services publics courent un peu après cela. Donc il faut faire des adaptations législatives régulières pour faire face aux menaces. Mais ce n'est pas un état d'urgence qui est un peu maintenant vidé de son sens. Donc pour bien comprendre, si on vous demande encore de voter pour le renouvellement de l'état d'urgence, vous direz non. Je pense que ça n'a pas vocation à durer. Là, il a été voté jusqu'à après les élections présidentielles et législatives, jusqu'au mois de juillet 2017. À partir du mois de juillet 2017, il faudra en effet entrer dans une autre phase. Moi, je préférerais d'ailleurs qu'on dise aux Français, mais aussi à nos visiteurs étrangers, notamment les touristes, qui se disent il y a l'état d'urgence en France, vaut mieux ne plus y aller, qu'on vise un état de haute sécurité, donc avec tout un tas de mesures qui modifient un peu certaines de nos habitudes, mais qui nous permettent de continuer à vivre comme nous avons envie de vivre dans une société libre, ouverte et tolérante, que de maintenir cette appellation et cet état d'urgence qui n'apporte plus grand-chose. Alors, dernière question avant de passer aux vôtres, à celle des internautes. Quelles sont vos 3 mesures phares concernant la justice en France ? Alors, sur la justice, d'abord, moi je pense qu'il faut, comme pour la sécurité, comme pour la police d'ailleurs, décharger la justice d'un certain nombre de tâches qui l'encombrent inutilement et qui, du coup, fait que dans un certain nombre de tribunaux sont dans un état de thrombose. Je suis bien placé à Nantes, je l'ai vu, la population augmente et le tribunal est débordé. On l'a fait avec les divorces. Récemment, il en a fallu des débats de dire on peut divorcer sans passer devant le juge quand il y a un accord, etc. Mais heureusement qu'on l'a fait, il faut continuer. Quand je dis aussi des pénalisations encadrées et contrôlées du cannabis, c'est la même logique. Arrêtons d'encombrer la police et la justice avec ces procédures qui ne servent à rien. On peut aller aussi un peu plus loin dans ce qui concerne un certain nombre de délits routiers où on peut considérer que des peines d'amende assez lourdes peuvent être prononcées sans passer devant le juge et que c'est les gens, s'ils les contestent, qui demanderont à passer devant le juge. Ça, c'est pour décharger un certain nombre de la justice. Il faut aller plus loin aussi, c'était la volonté de notre majorité, on a été bloqué par la droite, dans l'indépendance de la justice. Et donc moi, je suis toujours pour aller faire la réforme du Conseil supérieur de la magistrature que nous avions entamée avec une indépendance plus grande pour couper vraiment tout soupçon de lien entre le politique et le judiciaire. Et puis après, il faut toujours s'interroger sur les moyens. Est-ce qu'une fois qu'on aura fait ce travail de réorganisation, il y a quand même encore des besoins de moyens ? Recruter de nouveaux magistrats. Est-ce qu'on ne peut pas recruter d'ailleurs des professionnels de la justice qui ont déjà une expérience ? Ça se fait dans d'autres pays plus facilement que chez nous, notamment des avocats qui deviendraient magistrats avec une formation qui évidemment serait plus courte et qui permettrait de recruter plus vite. Est-ce que c'est restructurer les tribunaux à certains endroits où on a à la fois des tribunaux qui craquent sous le poids des tâches et d'autres au contraire qui sont dans des secteurs où il y a beaucoup moins de monde et donc ça se justifie peut-être moins. Voilà, ça c'est ce qui permettrait à la justice de bien fonctionner, sachant que de toute façon il faudra maintenir un niveau de dépenses au moins équivalent à celui d'aujourd'hui parce que les besoins sont importants et que la France d'ailleurs dépense plutôt moins que d'autres pays pour le bon fonctionnement de sa justice. D'accord, merci beaucoup pour cette première Merci. partie. Alors, les questions des internautes. La première, pensez-vous que l'économie circulaire soit une opportunité pour l'économie française ? Oui, sans aucun doute. Ça fait partie d'ailleurs de mes propositions. Quand on parle d'économie circulaire, d'ailleurs, il y a des gens qui nous regardent un peu avec des yeux ronds en disant c'est quoi, c'est une économie qui tourne en rond. Non, c'est vraiment l'économie du réemploi, de la réutilisation, du recyclage des objets d'abord, des matériaux ensuite. Et on voit qu'aujourd'hui, une fois de plus, les pratiques des citoyens, des consommateurs, des consommateurs des Français, elles ont changé plus vite que les politiques, la législation, la réglementation. Il y a une volonté de réparer davantage, il y a une volonté d'avoir des pièces détachées. On a progressé d'ailleurs quand même dans la législation. Dans l'automobile, on vient d'imposer le fait que les garagistes seront obligés de proposer aux clients des pièces d'occasion plutôt que de toujours racheter du neuf. Moi, j'ai eu l'occasion un jour, c'est un compte pour un écologiste, d'avoir une voiture dont le moteur s'est cassé. Et on m'a dit, monsieur, mais ça ne se remplace pas un moteur, il faut la mettre à la casse, la voiture. J'ai dit, ah bon, mais attendez, il n'y a pas des moteurs d'occasion, etc. Ah, aussi, oui, bon, on ne fait pas de garantie, etc. On voit que les pratiques changent, et bien il faut adapter le cadre réglementaire, législatif pour favoriser ça. Puis bien sûr le recyclage, en France on a encore beaucoup de progrès à faire en matière de collecte, de tri et de valorisation des déchets qui en fait sont des matières premières valorisables. Et là aussi on est capable aujourd'hui de tendre quasiment vers le 100%
de recyclage si on s'en donne les moyens. Et donc, ça fait partie de mes priorités en matière à la fois écologique et économique. Et on voit bien d'ailleurs là que écologie et économie ne font qu'un, qu'au lieu de les opposer, comme ça a été trop souvent fait, y compris dans ce mandat, y compris par des anciens ministres de l'économie par exemple, eh bien il faut au contraire faire avancer l'écologie et l'économie du même pas. Alors, autre question qui vous a été adressée, comment réformer la loi afin que les députés condamnés ne puissent plus siéger à l'Assemblée nationale? Alors, il faut quand même d'abord dire que lorsque des députés sont condamnés pour un certain nombre de faits, notamment des délits financiers, ils sont condamnés la plupart du temps à des peines d'inéligibilité et donc automatiquement ils se voient privés de leur mandat. C'est encore arrivé récemment pour une députée des Bouches-du-Rhône. Alors elle avait fait tout un tas de recours, mais ça c'est le droit en France, on a le droit de faire des recours et les recours sont suspensifs. Bon. On peut étendre ces peines d'inéligibilité à d'autres délits ou en tout cas les rendre automatiques. Alors automatiques, à gauche, il y avait un débat sur est-ce qu'il faut faire des peines automatiques, etc. Mais en tout cas, les juges soient automatiquement obligés de prononcer une peine, après à eux de le faire de façon plus ou moins longue. Moi, je suis plutôt d'ailleurs favorable pour aussi un rallongement, c'est-à-dire que l'inéligibilité soit au moins de 5 ans, de façon à ce que les gens ne puissent pas revenir presque parfois dans le même mandat, en se faisant réélire, en faisant démissionner celui qui les a remplacés, etc. On a vu ce genre de micmac qui, évidemment, ne permettent pas de redorer le blason de la politique qui est déjà très abîmé aux yeux des Français, ce qui peut se comprendre. D'accord, donc pour l'instant, vous estimez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place? Ah, il faut... Non, mais la législation actuelle permet des choses qu'il faut renforcer, donc il faut modifier la législation pour que ça devienne, encore une fois, automatique, ces peines d'inéligibilité. Alors, autre question. Le téléphone s'était mis en veille, je le rallume tranquillement. Que pensez-vous du vote à points qui permettrait de voter pour 2 candidats en même temps? Oui, c'est vrai que moi j'ai connu ça à une époque chez les Verts. Il y avait une grande créativité sur des modes de scrutin qui devenaient tous plus compliqués les uns que les autres et sur lesquels du coup on a l'impression qu'il y a les initiés qui savent comment ça fonctionne et qui savent les utiliser à bon escient et puis d'autres qui ne voient pas bien le côté caché un peu de ces modes de scrutin. Donc attention, ça existe dans d'autres pays, hein, donc ce n'est pas des choses totalement inenvisageables. Je crois que ça existe en Australie, à l'Irlande, qui a aussi un... Bon, je ne suis pas sûr que ce soit à la fin beaucoup plus clair. Mais pourquoi pas? Moi, je suis ouvert dans la mesure où c'est transparent, où on vote quelque chose, on sait que le résultat il sera aussi proche que possible de ce qu'aura été la somme des votes des citoyens. C'est pour ça que je suis favorable à la proportionnelle. La proportionnelle, elle a des inconvénients, mais elle a quand même le grand avantage que quand on vote, eh bien, ça se retrouve dans l'Assemblée, qu'elle soit locale ou nationale. N'hésitez pas, si vous avez aussi des questions à les poser, je jouerai les relais pour vous auprès de François de Rugy. Alors, que pensez-vous du remplacement du Sénat par une chambre de citoyens tirés au sort? Ça rejoint la question. On y revient, oui. Bon, le Sénat, aujourd'hui, il n'est même pas élu au suffrage universel direct, ce qui est, à mes yeux, un problème. Moi, je serais pour un Sénat élu au suffrage universel direct, et non pas indirect, comme aujourd'hui. Je suis pour le maintien du Sénat. Ça pouvait se poser, hein, la question de supprimer le Sénat. Après tout, il y a des pays où il n'y a qu'une seule chambre. Il y a aussi le Conseil économique et social et environnemental, donc ça fait beaucoup d'instances. Je pense que c'est pas mal de dire à l'Assemblée nationale, moi qui suis député, je vois parfois que le fait d'avoir un texte qui est voté à l'Assemblée nationale, il est examiné par le Sénat, il revient à l'Assemblée, ça permet d'équilibrer les choses, d'éviter certaines erreurs qui ont pu être votées un peu à la va-vite. C'est pour ça que je propose de simplifier moi, la procédure, qu'il y ait une lecture d'un texte à l'Assemblée, il va au Sénat et il revient à l'Assemblée et c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Après, le tirage au sort, bon, moi je ne suis pas favorable à ce système qui, encore une fois, me paraît un peu une illusion. Je pense qu'on a un problème en France de crise politique, de crise démocratique qui est réel, de crise de la légitimité politique, c'est-à-dire que les hommes politiques sont de moins en moins légitimes parce qu'il y a de plus en plus d'abstention, parce qu'on n'est pas capable d'associer les citoyens entre 2 élections de façon correcte, que ce soit par des consultations, par des référendums. Ou par la démocratie participative. Mais du coup, on va chercher un peu des recettes miracles qui n'en sont pas, qui ont déjà existé par le passé et qui, dans la démocratie romaine ou grecque, ça existait, le tirage au sort. Et si ça n'a pas été gardé, c'est pas pour rien, c'est parce que ce n'était pas quelque chose... En gros, se remettre au hasard, moi je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il vaudrait mieux se remettre au hasard, je préfère le choix éclairé. Une autre
autre question, alors sur un autre sujet cette fois-ci. Quelle est votre position sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui vous concerne directement puisque c'est... Oui, je suis un élu de Loire-Atlantique et que ce projet, ça fait des années qu'il traîne en Loire-Atlantique. Quand j'ai été, pour la première fois, j'ai pris position contre ce projet avec les écologistes en Loire-Atlantique, je n'étais même pas encore élu, c'était en 1998, bientôt 19 ans. Ce projet, on le traîne en Loire-Atlantique comme un boulet. Moi, j'ai toujours été contre, j'ai toujours pensé que c'était anachronique, que ça ne répondait pas aux besoins de transport et de déplacement d'aujourd'hui, qu'on avait un aéroport à Nantes qui fonctionne bien, qui peut être optimisé, on peut répartir le trafic, on peut mieux connecter avec le train, c'est ça l'avenir. Un certain nombre d'élus locaux et non des moindres, et l'État s'accroche à ce projet. Il a été déclaré d'utilité publique par François Fillon, d'ailleurs, en janvier 2008. Et il n'est toujours pas réalisé, le chantier n'a toujours pas commencé, ça fait 9 ans, on en parle encore. Bientôt, la déclaration d'utilité publique ne sera plus valable, parce qu'elle est valable 10 ans, donc le 1er janvier 2018, elle ne sera plus valable. Je pense qu'il va finir d'ailleurs peut-être comme ça, ce projet, complètement essoufflé et sans avoir réussi à trouver le consensus minimum qui permet de le faire. C'est un peu désespérant sur l'incapacité de nos institutions nationales et locales à gérer des conflits, à gérer des projets qui, au fil du temps, deviennent anachroniques. C'est un projet qui a été conçu dans les années 70. Moi, je pense qu'il faut en tirer des leçons, au moins de réforme complète de nos procédures, pour que dès le début, quand il y a un projet comme ça, on ait un vrai débat contradictoire entre plusieurs projets et pas simplement entre Notre-Dame-des-Landes et Notre-Dame-des-Landes, comme ça a été le cas en Loire-Atlantique. Qu'est-ce que vous pensez de la consultation qui a été faite auprès des habitants de cette région? Moi, j'étais pour le référendum. On l'avait demandé avec Nicolas Hulot, avec Danny Cohn-Bendit, il y a déjà des années. Donc j'ai joué le jeu du référendum, j'ai fait campagne. Bon, le oui l'a emporté. Je reconnais ce résultat, hein, c'est indéniable. Mais il est arrivé beaucoup trop tard. C'est évident qu'un référendum sur un projet comme celui-là devrait arriver au début du processus, pas à la fin. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi, les résultats de cette consultation étaient quand même assez serrés entre les personnes 55% pour le oui et il y a eu 51% de participation. Bon, ce qui est pas mal, mais c'est autant ou même un peu plus qu'à certaines élections locales. Donc ça a intéressé les habitants de Loire-Atlantique et en même temps, on voit bien que ça n'a pas donné la force, la légitimité encore suffisante pour que ce projet se fasse. On va passer à une autre question. Vous êtes très curieux, c'est super de vous voir participer comme ça. Quelle est votre position concernant le droit du sol? Est-ce qu'il faut le réformer selon vous? Alors, le droit du sol pour l'acquisition de la nationalité française, moi j'y suis très attaché. Je pense même, en tant qu'écologiste, que ce que nous avons en partage, les Français, quelle que soit notre origine, c'est que nous habitons, nous vivons sur le sol français. Et ce sol français, ce que nous avons en commun, avant même la langue, puisque quand on est, on ne parle pas encore, c'est ce territoire. Ce territoire, en plus, magnifique. Je suis peut-être chauvin, mais je considère que la France est le plus beau pays du monde, que c'est un territoire extrêmement varié. Ça, c'est la nature qui nous l'a donné en héritage. En plus, on a la chance d'avoir aussi des territoires d'outre-mer, donc sur d'autres continents, etc. Et c'est vraiment ce que nous avons en commun. Donc le droit du sol, il est logique. Alors bien sûr, le droit du sang existe aussi. Moi, je suis devenu français parce que mes parents étaient français et que je suis né en France. Et ça continuera toujours. Et donc, c'est l'addition des deux. Et c'est ça qui fait la force de la France. Et d'ailleurs, pendant le mandat de François Hollande, c'est quelque chose qui a été assez peu dit, sauf par des gens de droite qui le contestent ou d'extrême droite. Nous avons relancé la politique dite de naturalisation, c'est-à-dire l'accès à la nationalité française pour des étrangers qui sont arrivés il y a quelques années en France. Bon, c'est un processus qui prend du temps, souvent au minimum 2 ans, parfois plus, mais c'est quelque chose, moi je rencontre dans les préfectures, il y a une cérémonie pour remettre en quelque sorte la nationalité française. Je vois toujours des gens qui viennent enrichir la France et je trouve qu'il faut continuer dans cette voie. C'est une des forces de la France. Il y a d'ailleurs d'autres pays l'Allemagne par exemple, nous a copié, hein, s'est inspiré, donc ce serait le comble que la France recule en la matière. D'accord, donc vous êtes pour renforcer cette possibilité. Le conforter, il ne faut pas le remettre en cause, mais il faut être conscient que c'est quelque chose qui peut être remis en cause, par exemple si l'extrême droite et une partie de la droite est sur la même ligne arrivée au pouvoir. D'accord. Merci beaucoup pour toutes Merci. vos réponses. François de Rugy, donc candidat à la primaire de la gauche. Cette primaire, elle aura lieu les 22 et 29 janvier. Vous trouverez toutes les informations pour comprendre comment elle fonctionne sur notre site internet vox.org. Vous retrouverez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir participé et puis à très vite avec la petite sonnerie qui retentit.
Merci beaucoup.